Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour édition spéciale Sécurité alimentaire dans le monde. Ou plutôt, devrait-on parler d'insécurité alimentaire? Une question qui revient encore une fois au devant de la scène. Cette fois-ci, c'est l'Inde qui se met dans le rôle du trouble fait en prenant une décision certes souveraine, mais qui implique de nombreux rebondissements dans ce dossier. Delhi, gros producteur exportateur de céréales, décide d'instaurer des restrictions sur les exportations de son blé. Delhi qui est aussi un géant démographique qui ne veut pas risquer l'assiette de son peuple. L'Inde fait-elle cavalier seul? On va en parler dans cette édition spéciale. On va également s'intéresser à l'Algérie en fin d'émission. L'Algérie qui est sur ses gardes, un peu comme tout le monde en matière de production agricole et céréalière. Une démarche prise en compte dans la feuille de route des pouvoirs publics. Un seul mot d'ordre, réduire les importations agricoles. On en parle ce soir avec notre invité Abdelrahman Haddaf, expert économique qui nous rejoint. Bonsoir Monsieur Haddaf. Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al24 News. Merci de nous rejoindre donc et bonsoir à Khaled Mbatash, journaliste Al24 News, collègue et confrère. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Khaled. Bonsoir à vous Fatma. Alors, 193 millions de personnes dans le monde sont menacées de famine. Les chiffres des Nations Unies révélés récemment tirent la sonnette d'alarme. Plusieurs facteurs sont incriminés, notamment la sécheresse, mais surtout le conflit en Ukraine, Khaled. Eh bien, c'est exact. Le conflit en Ukraine a instauré une nouvelle approche, voire une nouvelle dynamique en matière de sécurité alimentaire. Vous n'êtes pas sans savoir que les approvisionnements ukrainiens en matière de blé se sont arrêtés depuis un moment pour cause de conflits militaires. Eh bien, la sécurité alimentaire est une question qui devient en quelque sorte une affaire d'État, État au pluriel. Et qui dit affaire d'État dit ONU, la question de la sécurité alimentaire est arrivée jusqu'en réunion de Conseil des ministres de l'ONU. Je vous lis une déclaration de M. Kyu Dong-yu, qui est directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, mieux connu sous l'acronyme FAO. Eh bien, il a tout simplement appelé à un financement accru de l'agriculture afin d'assurer la disponibilité et l'accessibilité des denrées alimentaires en situation de crise, notant que les conflits demeurent le principal facteur responsable de la faim. Il a aussi ajouté, je précise, et je cite surtout, « Mon message aujourd'hui est plus pertinent que jamais. L'agriculture est l'une des clés permettant d'assurer une paix et une sécurité durable », a déclaré donc M. Kyu Dong-yu, directeur général de la FAO, en réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU consacré à la sécurité alimentaire. Merci Khaledine pour ces précisions. Monsieur Haddaf, la famine, on en parlait moins qu'on sait dans le depuis quelques années. Et voilà que ce fléau rejaillit. Qu'a-t-on fait au niveau mondial pour prévenir ce genre de catastrophe? Non, je pense que c'est vrai, il n'y avait pas assez de médiatisation sur le sujet ces dernières années, mais le phénomène existait parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les paramètres les plus pertinents dans le nouveau système mondial et surtout le nouveau ordre économique mondial sont deux paramètres importants qui sont la démographie et la géographie. Ces deux paramètres-là qui sont en train de changer et qui sont en train d'évoluer, surtout celui de la démographie, et qui impose aujourd'hui des réalités qu'on voulait un peu occulter au bénéfice d'une réalité de confort. Mais malheureusement, la réalité est là. Les choses se montrent après une crise sanitaire internationale qui a frappé le monde et qui a des conséquences sur toute la chaîne économique mondiale. Aujourd'hui, avec le conflit militaire russo-ukrainien, nous sommes en train de revoir cette réalité en face et nous sommes aujourd'hui devant la responsabilité de travailler ensemble parce que il s'agit aujourd'hui d'une affaire de sécurité et surtout de survie de certaines populations et surtout lorsque ça touche l'alimentation, ça touche la nutrition, là ça devient vraiment inquiétant. Aujourd'hui,
le monde entier, je ne vais pas dire qu'il découvre, mais il est mis devant la responsabilité historique pour que les choses changent dans le sens où il doit y avoir de la justice alimentaire, il doit y avoir de l'égalité à travers le monde, parce que lorsqu'on voit les cartes, surtout en termes de consommation des produits alimentaires, il y a un grand déséquilibre entre les États, entre les régions, et là aujourd'hui c'est une réalité qui revient au devant de la scène et qui est imposée par un certain nombre de facteurs tels que la guerre en Ukraine qui impose aujourd'hui vraiment une révision complète de cet ordre et de cette organisation. Oui, et le Canada, un des plus grands exportateurs de blé au monde, s'était donc proposé, Monsieur Haddef, à fournir du blé aux pays importateurs victimes de ce conflit en Ukraine. Est-ce que le Canada pourrait prendre le relais concrètement? Les solutions existent à mon sens. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi attendre à ce qu'il y ait des crises pareilles pour se proposer? Pourquoi attendre à ce que la crise atteigne un sommet pour le proposer? Et là, c'est pour ça que je dis, il faut que les choses changent en termes d'organisation de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Et il ne faut plus y avoir de monopole et de contrôle qui peuvent mener à des conséquences dramatiques à travers le monde. Et d'ailleurs, ce que l'Algérie a toujours mérité pour une justice alimentaire à travers le monde, et sa position a été toujours vers un équilibre dans les forces et surtout en termes de capacité de production qui doivent être mises au service de l'humanité. Lorsqu'on parle de crise alimentaire, ça devient vraiment un enjeu de survie et ce n'est plus un enjeu commercial. Malheureusement, certains pays ont utilisé ces leviers-là pour se positionner sur la scène géopolitique, pour se positionner en tant que force économique. Mais maintenant, les choses deviennent de plus en plus compliquées. On voit, par exemple, à travers la décision de l'Inde d'interdire l'exportation de produits céréaliers, quoique l'Inde c'est un des grands producteurs au monde de céréales, mais c'est pas un des grands exportateurs. Ça, c'est important de le signaler aujourd'hui. Mais malgré cela, cette décision vient nous rappeler l'importance de la coordination dans ce genre de dossier. Et aujourd'hui, je pense que les Nations Unies, à travers la FAO, qui interviennent déjà et qui réclament des actions concrètes à travers la Banque mondiale qui est en train de travailler pour la mise en place d'un financement pour le soutien de l'agriculture à hauteur de 30 milliards de dollars. Tout ça, je pense que les gens commencent à prendre conscience de l'ampleur, parce que ce n'est plus une question de production, mais surtout une question d'éthique. Une question d'éthique, et on va revenir rapidement à l'Inde, à cette décision qu'a pris l'Inde, que vous venez de mentionner, l'Inde qui ne veut plus vendre son blé à quiconque, une décision qu'on peut comprendre, mais pas lorsqu'il s'agit, vous l'avez bien mentionné, Monsieur Haddef, d'un secteur qui est mondialisé. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette décision de l'Inde ? Tout simplement en disant que l'Inde, c'est 1/7 de la population mondiale. C'est 1,4 milliard d'habitants. L'Inde aussi joue sa survie lorsque les indicateurs sur les marchés internationaux donnent des prévisions pessimistes. Donc, c'est une anticipation, c'est une action qui veut la protection de la population indienne, parce que là, on parle de souveraineté alimentaire, et lorsqu'il s'agit de la souveraineté, de l'indépendance des États, c'est tout le sens du patriotisme qu'on doit aujourd'hui valoir. D'ailleurs, cette décision fait que les autres pays
commencent aussi à penser de la même manière. Et c'est là où aujourd'hui j'insiste sur le point d'aller travailler en coordination et de ne plus rester régi par les lobbies du commerce international, parce que quand on voit la proposition du Canada, il y a les États-Unis aussi, certains pays malgré tout cela, les choses se compliquent La parce connexion, oui, il y a un léger problème de connexion. On va tout de suite recontacter Monsieur Hadef et essayer de rétablir donc la communication. Khaireddine, est-ce que l'Inde a fait des exceptions dans cette décision? Eh bien, Fatma, là aussi, la configuration est plutôt simple. L'Inde a consenti à faire, en effet, quelques exceptions. La plus importante, elle a été consentie au profit de l'Égypte, qui est un client important de l'Inde. Qui dit client important, dit qu'il faut le choyer, le chouchouter, et donc ne pas se résigner à ne pas lui exporter ses céréales, son blé. Donc l'Inde qui autorise tout simplement l'Égypte à importer son blé et ses céréales pour ne pas pénaliser justement ce pays qui est dépendant d'une manière importante des exportations de blé de pas mal de pays et pas seulement l'Inde. Ce qui, par contre, fait peut-être craindre le pire à certains pays, et notamment des pays européens, c'est que l'Inde veut étendre son embargo aux exportations de sucre et envisage aussi d'instaurer des restrictions sur ses importations de sucre. Et là, bien sûr, on craint un effet boule de neige et un effet contagion par rapport à d'autres pays qui pourraient peut-être être amenés à prendre exactement le même type de décision. Et justement, cette décision prise par l'Inde, on va en parler un peu plus en détail. On regarde ce sujet signé Karim Bouaziz et on revient tout de suite. Des centaines de milliers de tonnes de blé bloquées dans plusieurs ports en Inde. Les autorités veillent au grain. Désormais, pas une seule poignée ne quitte le territoire sans autorisation officielle. Le chef du gouvernement nationaliste, Narendra Modi, explique cet embargo par la baisse importante des récoltes, dûment à cause d'un record de sécheresse, record qui frappe la région depuis début mars. Le thermomètre ayant affiché parfois les 50 degrés à l'ombre, notamment dans le sud du pays. Tel un effet papillon, les bourses mondiales s'en trouvent perturbées et l'acheminement vers une crise mondiale d'ici les prochaines semaines n'est plus une vue d'esprit. Et si le cas de l'Inde suscite l'inquiétude, étant donné que le pays est le second producteur mondial, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le conflit ukrainien accentue l'émoi en attendant l'affolement si la situation ne change pas. Question chiffres, le cours du blé a frôlé les 440 € la tonne au cours de la semaine dernière. Il s'agit d'un record absolu, le maximum ayant été de 422,50 en mars dernier, qui était déjà un pic jamais vu. Inchangé depuis puisqu'à l'ouverture aujourd'hui, les courtiers constatent impuissamment les 420 € la tonne. La diplomatie aussi pourrait être perturbée de cette surchauffe de la céréale. Rappelons que New Delhi s'était engagé auparavant à fournir les pays les plus fragiles, dépendants des exportations du blé de l'Ukraine. La sécurité alimentaire des 1,4 milliard d'habitants passerait avant protectionnisme. Quand tu nous tiens, on ne badine pas avec le risque de famine dont le pays est souvent la cible et qui rappelle de mauvais souvenirs. En effet, les yeux rivés sont sur l'Inde qui monte en puissance en tant que producteur mondial de blé. 7 millions de tonnes l'an dernier et ambitionner les 10 millions cette année. Remplir le rôle de l'alternative du blé ukrainien est loin d'être gagné. Quant à l'Ukraine, enlisée dans un conflit, voit son rang décliner d'une place, c'est-à-dire 3e rang mondial avec 10 millions de tonnes contre 19 millions un an plus tôt. La situation risque de s'allonger dans le temps avec des prix soutenus étant donné que la demande forte risque d'être toujours là. Monsieur Hadef, on vient de voir donc ce sujet signé Karim Bouaziz. Avant d'aller un peu plus en détail, on va essayer de remettre les choses dans leur contexte. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, on y revient un peu plus en détail. Quel est le point de l'Inde sur le marché mondial des céréales ?
Comme je l'ai dit, l'Inde, c'est le deuxième plus grand producteur au monde, Oui. mais ces engagements qui commencent aujourd'hui à faire de la résonance, c'est que parce qu'il s'est engagé à fournir une partie de sa production aux pays les plus vulnérables. Mais maintenant, avec la crise ukrainienne qui a vu déjà les capacités d'exportation de l'Ukraine anéanties parce qu'il n'y a plus de ports d'exportation disponibles. D'ailleurs, on en parle vers d'autres ports européens qui vont essayer de faire sortir le blé ukrainien. Ça commence à jouer sur la disponibilité et la chaîne d'approvisionnement mondiale. Donc, cette décision de l'Inde d'interdire les exportations a fait un peu, a créé un peu la panique sur les prévisions d'importation, comme pour des pays comme l'Égypte, vous l'avez bien mentionné, qui reste le premier importateur au monde de blé, avec quelque chose comme 12 millions de tonnes par an. Et l'Inde, qui était un de ses fournisseurs les plus importants, devient vraiment une problématique, malgré que l'Inde s'est engagée à garantir l'approvisionnement de l'Égypte particulièrement comme une exception. Mais sur le moyen terme, d'ici la fin de l'année, ça va causer vraiment un déséquilibre sur l'offre mondiale. Et maintenant, je pense que il faut qu'on ait vraiment une vision globale, une vision qui sort du cadre commercial et qui va être régi surtout par les aspects sécuritaires et surtout les aspects humanitaires, à mon sens, lorsqu'il s'agit de produits céréaliers. Et Khaireddine, un commentaire peut-être ? Plutôt une précision, une question que j'adresserai directement à M. Hadef, s'il veut bien nous répondre là-dessus. Monsieur Hadef, ne craignez-vous pas, et surtout, est-ce que les Européens craigneraient qu'une telle décision soit également prise par la Chine, qui est également un important producteur de céréales et notamment de blé, sachant que la Chine est l'autre géant démographique du continent asiatique et du monde? Non, je pense qu'aujourd'hui, on peut pas dissocier déjà les décisions qui sont prises du cadre géopolitique mondial, parce que déjà la crise militaire russo-ukrainienne nous a imposé un nouveau état de fait. C'est que toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui vont dans le sens des intérêts politiques et géopolitiques à travers le monde. Quand vous parlez de la Chine, c'est normal, malgré que la Chine, c'est le seul pays qui dispose d'un stock de sécurité qui dépasse une année de réserve. Malgré tout cela, c'est un grand consommateur de produits céréaliers et de produits alimentaires, et aussi il a une influence sur les marchés mondiaux. Et aujourd'hui, l'Inde devient, je dirais, un peu celui qui est un peu arbitre, c'est cet équilibre de force entre d'une part l'Europe, l'Occident, si on peut se permettre, et d'autre part le côté oriental avec la Russie, la Chine. C'est vraiment un changement d'équilibre de force qui est en train de se jouer. Et je l'ai dit à maintes reprises, le positionnement de l'Inde sur certains dossiers va un peu basculer cette balance vers d'un côté comme vers de l'autre. C'est la même chose. On parle aujourd'hui du marché des céréales. C'est un peu aussi la même chose par rapport au marché énergétique, où l'Inde devient un vrai arbitre pour le marché pétrolier. Donc, je dirais aussi que, effectivement, Monsieur Khaireddine, il y a cette volonté d'user de cette vulnérabilité dans le domaine alimentaire pour se repositionner sur l'échiquier politique mondial et essayer de gagner en hégémonie, chose que l'Occident
ne souhaiteraient pas, mais la question qui se pose, est-ce qu'ils ont les moyens d'arrêter ce phénomène-là? Précisons seulement, Monsieur Hadef, que la Chine n'est pas un important exportateur, sinon un important producteur de blé. Donc la Chine s'interdit déjà à exporter de grandes quantités de sa propre production, voilà, pour les mêmes raisons qu'on vient d'évoquer. Nous on annonce également des stocks mondiaux de blé de 10 semaines. Exactement, des stocks de blé de 10 semaines. Moi, j'aimerais évoquer le cas algérien pour rappeler, on l'a déjà évoqué ici, même sur ce plateau, que l'Algérie disposerait de 8 mois de stock de blé. C'est ce qui a été annoncé par le ministère de l'Agriculture. Et M. Hadef vient de parler du cas chinois, qui est à hauteur d'une année pratiquement de stock. On voit que l'écart n'est pas assez important, donc l'Algérie dispose d'un matelas confortable au vu des circonstances actuelles. Et la transition est toute faite. On va parler à présent de l'Algérie. Le pays cible la réduction des importations agricoles et cela passe également par la promotion de la production locale des semences. Il représente l'un des maillons essentiels dans la chaîne de valeur du secteur agricole en Algérie. Ces précieux intrants font l'objet d'une nouvelle feuille de route mise en place par les pouvoirs publics. L'objectif donc, augmenter le niveau de production nationale en vue d'une sortie progressive de l'importation. Eh bien, ça fait partie des enjeux nationaux les plus urgents à réaliser en matière d'économie et en matière d'agriculture. Le ministre de l'Agriculture algérien, M. Henni, l'a annoncé avant-hier. L'Algérie compte se passer de l'importation de certaines semences concernant certains produits agricoles d'ici 2024. Il a également déclaré que l'Algérie était l'un des rares pays qui commence à produire ses propres semences dans la région du Maghreb. Je veux citer cet exemple. En 2021, tout simplement, 60% de la pomme de terre qui a été plantée en Algérie l'a été de semences produites localement. Donc là aussi, il y a une marge importante qui a été récupérée, donc une marge en matière d'importation de semences. Cela va contribuer à la baisse de la facture des importations de produits agricoles de l'Algérie qui, rappelons-le, atteignent les 10 milliards de dollars par an. Et on écoute. Et justement, voilà, je voulais revenir sur la coopération internationale qui est l'autre volet de cette feuille de route, notamment avec des pays comme les Pays-Bas, justement. Et je vous propose d'écouter Madame Veltmans, qui est la conseillère des Pays-Bas pour l'agriculture en Algérie. On l'écoute. Elle parlait justement de cette coopération à l'occasion du salon CIPSA qui s'est tenu au mois de mars dernier. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes ici avec l'ambassade aussi pour promouvoir ces relations entre les deux pays. Il existe déjà depuis des dizaines d'années des relations économiques dans le domaine de l'agriculture entre nos deux pays. Par exemple, le semence pomme de terre des Pays-Bas, c'est connu en Algérie, ainsi que les petites semences. Mais on peut faire plus et c'est pour ça qu'on est là. Monsieur Hadef, on annonce une campagne céréalière 2021-2022 record. Cela prouve donc que la feuille de route algérienne en matière de production de céréales, notamment de blé, et ce à travers l'amélioration donc du rendement au hectare, entre autres. D'après vous, qu'est-ce qui manque à l'Algérie pour devenir autosuffisante dans ce segment ? Je pense que l'Algérie déjà, elle est dans une phase de transformation de son économie de façon globale. Et de là, la partie agricole prend une part très importante dans ce projet. Je pense que les pouvoirs publics, depuis plus de 2 ans, travaillent sur un nouveau modèle déjà de développement du secteur agricole et parce que ça devient un des axes de la souveraineté nationale avec celui de l'énergie et celui du numérique. Oui. Et de ce fait, l'Algérie est en train de mettre les moyens et surtout la vision qu'il faut pour assurer une indépendance de sa sécurité alimentaire, de sa souveraineté alimentaire sur le long terme. Aujourd'hui, on parle d'objectifs de souveraineté durable et dans le cadre de l'agriculture, il y a un certain
préalables qu'il faut mettre en place déjà en termes de réorganisation structurelle des institutions qui sont en charge du secteur agricole. Deuxièmement, par l'introduction massive du savoir et surtout de la recherche et du développement. Vous avez parlé des semences et là l'Algérie est en train de mettre en place des institutions de recherche et de développement pour déjà disposer de notre propre vivier en termes de semences, en termes de variétés, en termes de cheptel et tout ce qui est produit animal. Donc, ça fait 2-3 jours, j'étais en visite à l'est du pays et j'étais vraiment surpris et vraiment submergé par la qualité du travail qui est en train de se faire en remontée de filière dans le domaine de l'innovation par la création et le choix des variétés. Je citerai à titre d'exemple la tomate industrielle qui est aujourd'hui, on n'importe plus de triple concentré comme on le faisait auparavant et toute la production est assurée en interne. C'est la même chose pour les produits céréaliers et l'Algérie. C'est vrai, aujourd'hui nous sommes un des grands importateurs au monde. Oui, une nouvelle fois, un petit problème de connexion. On va tenter de recontacter M. Abdelrahman Haddef avant la fin de cette émission. Il est peut-être un peu trop tôt pour en parler, Khaled. Est-ce que l'Algérie pourrait ambitionner sur donc, le moyen terme à devenir exportateur? Eh bien, juste avant de répondre à cette question, c'est vrai qu'il est un peu tôt pour parler d'exportation de céréales, vu le contexte, encore une fois, qui peut-être ne le permettrait pas. On est en train de parler justement de sécurité alimentaire. Mais juste pour préciser à M. Haddef que l'Algérie a atteint un niveau de 120% en matière de production locale de triple concentré de tomates, ou plutôt de tomates industrielles, qui nous permet justement d'arrêter l'importation du triple concentré de tomates qu'on importe essentiellement de Chine. Et ça veut dire qu'on dégage un excédent de 20% qui serait destiné à l'export. Pourquoi ne pas reprendre la même expérience si on a réussi en matière de tomates industrielles qui est produite de manière importante dans les quatre wilayas du nord-est algérien. Pourquoi ne pas appliquer la même, reproduire la même expérience? C'est pas pareil, bien sûr. On laissera justement aux experts le soin d'apporter des précisions sur ce point. Mais j'aimerais juste préciser que l'Égypte a réussi à le faire. L'Égypte, on vient d'en parler, c'est un gros importateur. C'était le premier importateur il y a quelques mois de blé. Elle a été dépassée tout simplement par l'Indonésie il y a quelques mois. L'Égypte est désormais le deuxième plus gros importateur de blé. Mais c'est un pays qui a réussi à produire justement une partie de ses besoins en matière de consommation de céréales et à dégager un petit excédent que l'Égypte exporte à son voisin, le Soudan, qui est devenu indépendant justement de cette quantité de céréales exportées par l'Égypte. Preuve en est donc que ce schéma fonctionne. Est tout à fait possible et réalisable. Est tout à fait possible. Monsieur Abdelrahman Haddef, vous êtes de retour avec nous. Il nous reste à peine 1 minute avant de clôturer l'émission. Donc, on revient sur cette histoire de l'Algérie qui pourrait peut-être devenir exportateur de céréales à moyen terme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je le pense, je le crois déjà et je le pense qu'on arrivera avec une nouvelle organisation des services agricoles et surtout de la chaîne, de toute la chaîne, parce que vous avez cité tout à l'heure l'exemple de la tomate industrielle et il faut noter l'importance de la remontée de filière entre les industriels et les agriculteurs plutôt. Et là, il faut qu'on reprend le même modèle
pour les produits céréaliers avec un appui des professionnels et des industriels qui peuvent devenir aussi la locomotive pour les agriculteurs. Aujourd'hui, je pense que l'Algérie se met sur la bonne marche et avec le concours de l'ensemble des intervenants, nous arriverons à moyen terme, je dirais, Oui. à subvenir à nos besoins et pourquoi pas d'ici 2030 à devenir Oui. Merci. Merci, Monsieur Abdelrahman Haddaf. Malheureusement, cette émission touche à sa fin. Nous sommes donc tous unanimes sur la question. Je pense que Monsieur Haddaf voulait dire devenir autosuffisant et après exportateur. Merci Khalidim Batache donc également d'avoir été présent avec nous pour cette émission. Et on remercie Monsieur Abdelrahman Haddaf, expert économique. Il est en direct avec nous via Skype. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. À 19h, retrouvez le journal télévisé présenté par Riyad Lahri. Quant à moi, je vous retrouverai vendredi pour le JT. Excellente soirée sur la 24 News.